je suis Garance. Aujourd'hui, je vous invite en Égypte avec un compagnon prestigieux et séduisant, c'est-à-dire Omar Sharif. Alors, bienvenue dans l'Égypte des ombres, des lumières, de la tendresse et de l'humour. Bienvenue, voici Goa. As-tu vu Goa? Oui. Où est-il? Je lui ai donné un coup de pied, il s'est envolé par là. Goa est ton maître par l'intelligence, marchand d'oignons. Est-il besoin de présenter encore Omar Sharif, star international, qui a tellement joué de films que je ne vais pas tous les citer, c'est une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence sa carrière avec le réalisateur égyptien, son compatriote Youssef Chahine, dans un second rôle du film Le démon du désert en 1954. Mais c'est quand même Goa en 1959 pour Jacques Baratier qui va le révéler vraiment au public parce que le film a été primé au Festival de Cannes. Puis alors après, évidemment, en 1962, il y aura Laurence d'Arabie pour David Lean. Et pour ce film, il obtiendra un Golden Globe du meilleur second rôle. Je suis impardonnable parce que j'allais oublier Docteur Jivago de David Lean. Peter O'Toole, avec qui il joue dans Laurence d'Arabie, il le retrouvera en 1967 dans La Nuit des Généraux d'Anatole Litvak. Puis alors après, il y aura aussi, moi j'aimerais citer aussi en 1971 Les Cavaliers pour John Frankenheimer. Et puis bien sûr Funny Girl en 1975 avec Barbra Streisand. Et puis 2004, Hidalgo, que j'aime énormément. C'est un film sur les chevaux, en hommage aux chevaux, à la gloire des chevaux sauvages. Et il faut dire que Omar Sharif était passionné par les chevaux. Il faut dire aussi que ça a été un champion de bridge de classe internationale. Et puis je terminerai en 2005 avec Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de François Dupeyron. Claudia Cardinal, elle a un tout petit rôle dans Goa. On sait qu'elle deviendra elle aussi, comme Omar Sharif, une très très grande star internationale. Jacques Baratier l'avait remarqué quand même quand elle a tourné dans un court-métrage qui s'appelle Les Anneaux d'Or en 1956. Là encore, c'est une apparition. Elle était avec ses compagnes de classe dans ce court-métrage et elle ne dit rien. C'est un rôle complètement muet. Donc elle a vraiment commencé sa carrière dans Goa. Bon, est-il besoin de préciser toute la filmographie de Claudia Cardinal? Citons quand même les films qu'elle a tournés pour Visconti, notamment Le Guépard, et puis Sandra. Et puis aussi, Il était une fois dans l'Ouest pour Sergio Leone, et puis n'oublions pas Le Pigeon de Mario Monicelli, bien sûr. Pétrolus pour Christian Jacques avec Brigitte Bardot. Enfin, elle a tourné beaucoup de films. C'est une star magnifique, avec un charisme pas possible. Enfin voilà, je ne vais pas vous en dire davantage sur Claudia Cardinal. Zora Faiza, c'est une actrice tunisienne qui a tourné quand même beaucoup de films, mais elle est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée Omi Taki. En France, elle est très peu connue quand même, c'est dommage. Bon, je vais quand même citer en 1982 Moisson d'acier de Gaou Ben Douche. Daniel-Émile Faure, c'est un acteur que j'aime particulièrement, avec son visage et son phrasé. Il a surtout incarné des seconds rôles, mais des seconds rôles marquants dans des films qui sont importants, comme Le Casanova de Fellini et aussi La Cité des enfants perdus pour Jeunet. Il fait aussi un petit rôle dans Razzia sur la Chenouf, si j'ai bonne mémoire, avec Gabin. Et parmi les séries télé notables, il incarne le personnage du Kanak dans la série télé de Marcel Buval, Chéri Bibi. Daniel-Émile Faure, qui a été aussi metteur en scène au théâtre et auteur. Il retrouvera Jacques Baratier d'ailleurs, qui lui donnera encore un rôle dans La Poupée en 1962, où il incarne le personnage de Gandocrin. Lauro Gazzolo, c'est un acteur italien né en 1900, donc en 1958 pour Goa, donc il avait vraiment l'âge du rôle. Il est très peu connu en France. En Italie, il a été un acteur de théâtre qui a une carrière quand même assez impressionnante, un acteur de cinéma aussi. Alors disons qu'il débute au cinéma en 1938 dans le film Il Documento de Mario Camerini. Il poursuit sa carrière, il a fait aussi du doublage. En France, il est vraiment, malheureusement, extrêmement peu connu. Gabriel Jabour, encore un habitué des seconds rôles, mais qu'on a vu un nombre incalculable de fois, non seulement au cinéma, mais à la télévision, et il a été aussi un acteur de théâtre. Alors c'était un acteur français, mais qui était né en Égypte. Donc il avait quelque chose en commun avec Omar Sharif. Alors au cinéma, on va citer en 1961 Les démons de minuit pour Marc Allégret, en 1963 15 000 voisins de Pierre Larrey,
en 67, ici, ailleurs ou demain, dans le métro, de Jean-Claude Lubchansky, Z de Costa Gavras, bien sûr, en 1968. Le Viager pour Pierre Tchernia en 1972. Vous savez, il a tourné dans un nombre vraiment incalculable de films. Et puis alors, il a fait aussi des séries télé, bien entendu. Alors en 1957, dans un épisode de En votre âme et conscience, l'affaire Sarret-Schmitt. Et puis aussi dans Gaspard des Montagnes, il fait méchant là, dans Gaspard des Montagnes, le méchant tailleur, aux côtés de Francine Berger et puis Bernard Noël. C'est d'abord un livre qui s'appelle Goa le Simple et qui a été édité en 1919. Et ce livre, il est de Albert Hadès et Albert Josipovici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, le personnage de Tadj el-Ouloum ne s'appelle pas Tadj el-Ouloum, il s'appelle Cheikh el-Zaki. Et Cheikh el-Zaki, ça veut dire le pur, ça veut dire celui qui est plein de discernement. Et on verra qu'il n'est pas pur et il n'a pas vraiment de discernement. Tadj el-Ouloum. Tadj el-Ouloum, par contre, en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire la couronne de science. Et effectivement, Tadj el-Ouloum, c'est un homme extrêmement cultivé, extrêmement instruit. C'est un professeur, c'est un notable de cette ville, il est absolument respecté, il est riche, il a une vie extrêmement bien remplie, c'est un homme d'un certain âge, et on pourrait s'attendre à ce qu'il soit effectivement plein de sagesse. En tout cas, il est plein d'instruction et de savoir. Ça, c'est absolument indéniable. Il a quand même une relative... il a du bon sens, on va dire, sur un certain plan, puisqu'il sait que Goa, il a observé que Goa a une certaine sagesse, mais c'est une sagesse qui n'est pas livresque, c'est une sagesse populaire. On va le voir dans le passage, la parabole sur la vérité. Décidez-vous, ô maître. La vérité est-elle droite, ronde ou pendante comme l'oreille de mon âne quand il fait chaud? Elle est droite, arrondie, si elle n'est pas tout à fait ronde. Invisible. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que c'est la vérité. C'est un singe. Elle est pleine de grimaces de toutes sortes. Et allez l'attraper quand elle est au sommet d'un arbre. Vous êtes tous d'accord? Vous voyez bien, la vérité est un singe. Il y a plus d'esprit dans la tête de ce garçon que dans le turban des maîtres. Alors j'en reviens au personnage de Tadj el-Ouloum. Vous voyez, il a dans son salon ou dans son bureau, appelez ça comme vous voulez, tous les portraits de ses maîtres, de ceux qui l'ont enseigné, qui, on pourrait le dire, devraient lui avoir communiqué sa sagesse. Ah, mes illustres maîtres, vous qui avez nourri mon esprit et pétri ma pensée avec vos livres, je suis malheureux. J'ai atteint le milieu de l'âge et la paix n'est pas descendue dans mon cœur. Aidez-moi. Que dois-je faire? Marie-toi, Tadj el-Ouloum, marie-toi. Mais je le suis déjà, illustre Cheikh Assad. Je suis un homme respectable. Que vont penser de moi mes disciples, à qui j'enseigne l'élévation du cœur et la pureté de la pensée? Demande à mon voisin et ami Shiram s'il n'est pas de mon avis. Parle. Marie-toi, je suis d'accord avec Assad. Marie-toi, Tadj el-Ouloum. Marie-toi, l'amour est le seul aliment du cœur. Nous sommes tous d'accord. Retrouve ta jeunesse à sa source. Marie-toi. Prends une jeune femme. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, Tadj el-Ouloum? D'abord, il est tout content, il se dit, finalement, j'ai l'approbation des maîtres, mais c'est pas vrai, en fait, c'est lui-même qui approuve sa propre décision, hein. Ses maîtres, tant qu'ils sont morts, bon. Et il va trouver sa première épouse, qui dort tranquillement, la pauvre femme, il vient la trouver, elle s'imagine que c'est pour faire un câlin, que c'est pour l'honorer, mais pas du tout. En fait, il lui annonce froidement qu'il veut prendre une seconde épouse et qu'elle aille dans la famille de Choulia, donc
pour faire les premières démarches, pour essayer de juger la marchandise en quelque sorte. Vous allez me dire, je suis un peu cynique, mais c'est ce qui se passe. Donc, sa première femme, on ne sait même pas comment elle s'appelle d'ailleurs, elle va en délégation avec sa nourrice et avec deux autres. D'ailleurs, il y a un passage qui est très amusant, parce que la nourrice lui dit « Ah, mais de toute façon, je ne peux pas la juger, cette fille, puisque j'y vois rien. » Donc, elle l'envoie chez le barbier chercher des lunettes, et donc les lunettes, au contraire, vont déformer encore plus la vue de la vieille femme. Là encore, tout est inversé, des lunettes qui servent à voir clair. En l'occurrence, elles vont troubler encore plus la vue. Bon, elles arrivent dans la famille de Foula, chez son père et sa tante, puisque la mère de la jeune fille est morte. Et là, elles vont tâter la marchandise. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que elles utilisent le langage n'est pas franc. Alors, on peut dire que c'est par politesse. Soi-disant, elles viennent parce qu'elles ont appris qu'ils vendaient des melons bien sucrés. Vous voyez, tout est en non-dit, alors que le père et la tante savent pertinemment pourquoi elles sont là. Elles sont là pour démarcher de façon à voir si Foula correspond bien à sa réputation. La vieille la tâte de partout en prétendant juger de ses vêtements, alors qu'en fait, elle la soupèse comment soupèserait un melon au marché. Voilà. On va dire que c'est la tradition. Une fois rentrée chez elle, la première femme de Tajevoulou lui fait son rapport. Il insiste. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis. Puis elle, de toute façon, elle baisse la tête, résignée, digne. Elle lui dit, mais de toute façon, tu es le maître. Et c'est la vérité, il est le maître. À l'arrivée, il achète cette fille, s'achète une seconde épouse. Il n'écoute que son désir de retrouver sa jeunesse, son désir de chair fraîche. Voilà, c'est ça, Tajevoulou. Il s'inquiète pas du tout de savoir. Il pense qu'elle sera heureuse. Elle sera heureuse pourquoi? Parce qu'il est riche, il est considéré, elle aura tout ce qu'elle veut. Pour le reste, on s'en fout. Ibrahim, c'est l'aveugle Ibrahim. L'aveugle qui ne voit rien avec ses yeux, mais qui perçoit tout. L'aveugle qui est le meilleur ami de Goa. L'aveugle Ibrahim qui accorde les luttes, qui est un musicien, qui est un chanteur aussi, qui est tellement son ami qu'il va mendier pour pouvoir acheter un bel habit de soie à Goa pour qu'il aille à son rendez-vous d'amour avec Foula. L'amour, est ingrat, il veut une robe de soie qui donne. La cécité d'Ibrahim nous amène à parler du rôle de l'ombre et de la lumière. Alors l'ombre et la lumière, très important dans Goa, ce thème, où est la vérité, où est le mensonge, où est le péché, où est la vertu, où est la pureté. Goa est pur. C'est une nature simple, au départ enfantine. Regardez-le jouer avec son ombre, s'amuser de son ombre. Là, on pense un petit peu à Peter Pan. Vous voyez, cette innocence enfantine, on joue avec l'ombre. Venez voir ce qui se passe. C'est la lune. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est Jung qui nous le dit. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Mais là, l'ombre est, on se dit, ah, la lumière, c'est la vérité, le soleil. Oui, la lumière, c'est elle qui condamne, c'est elle qui juge, c'est la vindicte populaire, c'est la pression sociale. C'est le péché, l'adultère de Foula et Goa qui va être mis en pleine lumière par d'abord les sœurs de Goa, ces 9 petites pestes, on peut le dire. Sur ta barbe, Sayed Ramis, je parle mon Goa. Même si elles n'ont pas elles ont envie de nuire, même si elles n'ont peut-être pas conscience de ce que ça va impliquer pour leurs frères. Mais en tout cas, elles ont envie de nuire. C'est elles qui vont propager la nouvelle de l'adultère. C'est ça la lumière qui condamne, la lumière qui juge, la lumière est terrible pour les amants. Zuleika, oh, Aïcha.
Et l'ombre, par contre, l'ombre, elle est complice, elle est propice, elle embellit toute chose, vous voyez. C'est un film où tout est inversé. La lumière est négative, par contre l'ombre est complice. L'ombre, le soleil condamne, la lune adoucit, embellit toute chose. Regardez la scène d'amour entre Goa et Fulla, c'est plein de beauté, plein de délicatesse, plein d'esthétique. La lumière de la lune, la lumière de la lune. Et puis la lune, on sait qu'en Orient, elle est très importante. La lune de Ramadan, vous voyez, c'est très très important la lune. La scène d'amour entre Goa et Fulla, elle est d'autant plus intéressante que les voix qu'on entend, ce ne sont pas les voix des amants. Ce sont les voix des hommes ou des sages qui participent à la veillée funèbre. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle évident entre la naissance de l'amour et la mort. On peut dire que la naissance de leur amour est déjà vouée à la mort, tout simplement. C'est ça la symbolique, vous voyez. C'est déjà condamné et condamnable par cette société. Le personnage de Goa, c'est un personnage d'une tradition populaire. Il y a plein d'histoires qui se rapportent à Goa. Hein, ce ne sont pas les auteurs que je vous ai cités qui ont inventé le personnage. Il s'appelle Goa en Égypte et dans d'autres pays du Maghreb, il porte un autre nom. Et voilà pour Goa, voilà pour cette ombre, cette lumière, le fou qui a la sagesse du cœur, et puis le lettré, le savant, le scientifique, l'intellectuel qui va mijoter une vengeance. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, et c'est exactement ce que va mijoter Taj el-Ouloum. C'est une vengeance beaucoup plus subtile. Plus digne de lui, plus digne de son intelligence et de sa réputation, qui restera donc intacte. Alors qu'en fait, c'est pas lui qui va tuer Fulla, c'est pas lui qui va tuer Goa, mais il est responsable de leur mort. C'est ça. C'est la culpabilité d'intention, mais totale. La culpabilité d'intention chère à Dostoïevski. Vous allez me dire, alors j'amène un romancier russe dans une histoire orientale, un conte qui semble issu des Mille et une nuits, mais oui, mais quand même, c'est cette culpabilité d'intention. Mais Taj el-Ouloum, c'est aussi un personnage qui est prisonnier des conventions sociales. Quelle était son alternative par rapport à cette femme adultère? Et vous verrez qu'en fait, il n'avait aucune alternative. Il était obligé, poussé par les conventions sociales, par la pression de ces conventions sociales, par cette société qui est régie par des règles immuables, il était obligé d'agir comme il va le faire. Par contre, il était obligé d'agir, ça c'est sûr, de réagir en tout cas, mais il n'était pas du tout obligé de le faire comme il va le faire. Il va le faire d'une façon assez détournée. Il n'aura pas de sang sur les mains. Il va répudier Fulla, il va la renvoyer chez son père. La famille de Fulla, son père, sa tante sont totalement déshonorés. Fulla aussi, bien entendu. On dirait, c'est de bonne guerre étant donné qu'elle a été adultère. Oui, on peut le voir comme ça. Mais du coup, le père, lui aussi, va être prisonnier de cette pression sociale. Il va être quelque part obligé d'agir comme il va le faire. Tous les deux sont prisonniers. Et Goa, lui, est-ce qu'il est prisonnier, Goa? Goa, au départ, on vous dit, c'est un être simple. C'est l'idiot du village, en quelque sorte. Le titre du livre, qui est apparu en 1919, je le rappelle, était Goa le simple. Il est simple, mais c'est pas parce qu'il est simple d'esprit. Goa est plein de sagesse. Ses deux meilleurs amis, qui sont-ils? Un âne, qui ne peut pas parler, et un aveugle, Ibrahim, un artiste, mais qui est aveugle, qui ne peut rien voir. Mais c'est pas parce qu'il ne peut rien voir qu'il ne voit rien, parce qu'il voit avec son cœur, Ibrahim. On va y revenir sur le personnage d'Ibrahim. Donc voilà, Goa a une sagesse populaire, mais il n'obéit à aucune règle. Il obéit à ses propres règles. Il est nature, pour vous. La scène finale du combat entre Goa et Ibrahim, moi, dans mon souvenir,
elle avait déjà lieu au début du film, et puis elle agissait finalement comme ce qu'on appelle une prolepse en art pictural, c'est-à-dire elle annonce le dernier combat, beaucoup plus désespéré. Vous voyez, premier combat, il chahute, et dernier combat va aboutir à la mort de Goa. Donc dans mon esprit, il y avait déjà eu un combat. En fait, non, c'est faux. J'ai revu le film, et non, il n'y a qu'un seul combat à la fin. Et ce combat, je le trouve, cette scène finale, elle est magnifique. J'ai trop de chagrin, disait Goa quand ils furent près de l'eau profonde. Si on jouait ensemble, Ibrahim, pousse-moi, Ibrahim. Fais-moi rouler par terre. J'ai tant besoin de paix. Et l'aveugle avec les deux mains pousse Goa. Et Goa avance toujours vers l'eau sombre. Ô malheur. Fais-moi rire, Ibrahim, répète Goa, fais-moi rire. Et pousse-moi, pousse-moi. Voilà ce que dit inlassablement Goa. Pousse-moi, pousse-moi, mon ami Ibrahim. Elle est totalement magnifique. Elle est totalement magnifique. Demander, sans que ça soit dit, à son ami de l'aider à échapper. C'est pas en fait qu'il ait réellement envie de mourir, Goa. C'est surtout qu'il a envie de ne plus souffrir. C'est surtout ça. Dans la religion musulmane, le suicide, c'est un peu la même chose que pour les chrétiens. C'est très très mal vu. Et Goa va utiliser donc un moyen détourné. Qui tue Goa, en fait? C'est pas Ibrahim. Pas du tout. C'est pas Ibrahim. Ibrahim, il le pousse, mais il savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas qu'il allait le tuer. Vous voyez? Le véritable coupable, qui voulait sa mort, qui voulait la mort de Foulla, c'est Taha Jalloul, bien sûr. Bonne séance, on se retrouve très bientôt pour un autre voyage, un autre film.